Il était une fois la petite Sarah. Elle est blonde, très blonde, de grands yeux verts. Elle les tient de sa mère, grand ouvert sur le monde. Elle est comme Émilie Joly. Elle voudrait découvrir la vie, mais elle a tant de choses à voir avant que de partir pour le firmament. À défaut de déployer ses ailes, elle garde ses pieds sur la terre ferme. Elle se balade en forêt, elle aime ça, surtout s'y perdre. Elle a un peu peur, de ces grands arbres qui la regardent, de ces fantômes qui la suivent. Ils l'accompagnent où qu'elle aille. Ils l'encombrent, mais lui tiennent chaud. Avec elle, il y a Goldie, petite bâtarde, petite rouquine qui la suit partout. Pour les câlins, il y a Nadou, sa nounou, qui l'embrasse et qui lui dit « Oublie que tu n'as aucune chance, alors vas-y, fonce !» Ah non, ça, c'est Les Bronzés, un de ses films préférés, à la petite, plus rigolo que Sissi. Moins douloureux, peut-être, aussi. Ils font des bêtises, ça la fait rire. Elle, des bêtises, de base, elle en fait pas. Mais elle aime pas qu'on dise de base, alors on va dire juste. Un jour, elle a juste volé un labello dans une boutique au bord de la plage en Normandie. Mais c'est tout. À part ça, elle fait pas de bruit ou alors des tout petits. Elle veut pas déranger sa mère ou le souvenir qu'on avait d'elle. Sarah la chasse de ses pensées. Elle préfère mater la télé. Adolescente, le top 50. Musique à fond, évidemment. Et ça nourrit bien des silences. Ça fait que la vie, on la chante. Et que la mort, on danse dessus. France Inter. Julia Foyce. Pas son genre. Et alors là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui reconnaissent immédiatement ce qu'on est en train d'entendre, et ceux qui sont complètement largués. Sarah Biasini, bonsoir. Bonsoir. Aidez la seconde catégorie d'auditrices et d'auditeurs, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on entend ? Le générique du Top 50 qui était présenté par Marc Toesca sur Canal+, dans les années... 80, 90. Ouais. Souvenir d'adolescence, pour vous, un fan de l'émission, fan des années 80, 90, de sa musique, surtout Madonna, Prince, Whitney Houston et j'en passe. Mais est-ce que vous étiez fan de votre adolescence ? Vous avez aimé cette période-là de votre vie ? Oui, parce que je riais pas mal et j'ai des grands souvenirs, justement, dans ma chambre, en train de danser, de chanter à pleine voix, de rigoler avec des copines, des plaisirs simples d'ado. Alors vous allez nous raconter l'avant et l'après-adolescence ce soir, mais en préparant cette émission, quand on vous a demandé comment vous vouliez qu'on vous présente, c'est ce qu'on demande à tous nos invités, vous nous avez écrit « Femme de 43 ans, comédienne, qui vient d'écrire son premier livre ». C'est assez rare, ça, de préciser l'âge. Est-ce que c'est parce qu'il est important pour vous, cet âge, précisément, ou bien parce que l'âge, de façon générale, vous en fichez complètement ? Non, je m'en fiche pas, mais je trouve que c'est important justement parce que ça marque des étapes, parce que il est symbolique d'un état d'esprit, je pense, parce que on n'est pas la même à 20, à 30 et à 40, et que sans doute je dois être très contente d'avoir 43 ans. Peut-être que dans quelques années j'en aurai marre que le temps passe, mais non, mais 43 ans, spécifiquement dans votre histoire, c'est pas totalement anodin. C'est vrai, c'est vrai. C'est l'âge que ma mère avait quand elle a disparu. Oui, mais franchement, je le dis pas en rapport à ça ou pour. Vous y pensez à ça parfois ? J'y ai pensé en écrivant parce que oui, on m'y a fait penser. Un jour, on m'y a fait penser que voilà, ça allait sans doute m'interpeller encore plus. Sa jeunesse, enfin de me rendre compte que effectivement, décidément, elle était bien jeune quand elle est morte. Alors on le précise pour ceux qui auraient vécu dans une yourte, je pense ces 50 dernières années, que votre mère c'est Romy Schneider. Ce premier livre c'est La beauté du ciel. La beauté du ciel, c'est aussi votre fille, Anna, 3 ans aujourd'hui. C'est le surnom que vous lui donnez. C'est à elle que vous écrivez. Pourquoi lui écrire un livre ? Oh, ça me semblait, c'était pas la première envie, c'était d'écrire une histoire. Après, j'avais pas m'adresser à elle, c'est venu naturellement parce que le premier prétexte, effectivement, c'est parce que j'étais enceinte et que tout d'un coup, la charge, la responsabilité de devenir parent, on se dit tiens, il faut que je réfléchisse très très vite aux choses que je veux transmettre, comment je veux les transmettre, quel genre de mère je veux être, quelle connerie il faut que j'évite, etc., et que je pense que peut-être j'étais très angoissée de ce nouveau rapport, de cette nouvelle personne à venir et de ce nouveau rapport que j'allais avoir avec elle. Et voilà, donc spontanément, je me suis dit, je vais m'adresser à elle, mais voilà, ce n'est pas non plus, je voulais pas que ce soit une lettre
une adresse Recharger, totale. ouais. C'était aussi des pensées que je me faisais à moi-même. Alors, au fil des pages, les souvenirs remontent, les périodes s'entrecroisent, les époques se répondent. C'est un jeu de miroir qui est assez saisissant entre votre mère, vous, votre fille. Mais si je vous le tends à vous, ce miroir, Sarah Biasini, si vous regardez là, maintenant, vous voyez qui ou vous voyez quoi ? Je vois, je suis pas trop mal coiffée, ce qui arrive rarement. Je vous dirai la même chose que tout à l'heure. Une femme de 43 ans qui se dit que bientôt les rides vont apparaître encore plus et que je vais en profiter parce que là ça va encore, je tiens bon, que ça se voit pas trop quand j'ai une courte nuit. Voilà. Les autres ont longtemps cherché votre mère en vous, dans votre visage à vous. C'est quelque chose qui vous agace ou vous avez appris à vivre avec ? Non, je comprends parce que moi je peux faire exactement la même chose quand je vois des enfants dont je connais les parents. Je vais chercher instinctivement, automatiquement, je vais chercher la ressemblance ou je vais me faire la réflexion. Je vais me dire tiens. Et alors vous la voyez en vous, votre mère, quand vous regardez parfois, il y a des choses qui vous sautent aux yeux. Je la vois, c'est-à-dire que quand je vois des photos de moi, oui, je pense. Mais quand je me regarde le matin dans la glace, je la vois. Non, j'y pense pas. Enfin, Et est-ce que votre fille est une digne héritière de cette lignée de femmes ? C'est une fille, donc elle ressemble un peu à sa mère, mais elle ressemble aussi à son père. On verra bien. Qu'est-ce qui pourrait faire mauvais genre chez vous, Sarah Biasini ? Une tendance à la procrastination, un peu à la fainéantise, à rester allongé, rêvasser, pas trop faire, pas trop bouger. Mais je fais très attention parce que vraiment à la fin de la journée, c'est une qualité de savoir faire ça aussi. Savoir ne rien faire. Oui, mais à la fin de la journée. Oui, mais bon, est-ce qu'on est content à la fin de la journée ? On se dit, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Pas grand-chose, je sais pas. Mais ou même, ce serait juste de lire un livre et de se dire, allez, tiens, je lis 100 pages ou je finis ce livre et voilà, de se dire qu'on a appris quelque chose à la fin de la journée, je sais pas. Et le vôtre de livre, vous avez beaucoup procrastiné avant de le terminer ou c'est venu tout seul ? Non, j'ai pas trop procrastiné. J'ai travaillé jusqu'à la dernière minute, ce qui rendait fou mon éditeur. Mais non, j'ai pas trop procrastiné. Non, j'ai essayé d'arriver à un produit qui me plaise. Vous avancez dans vos souvenirs et dans vos réflexions, vous emboîtez volontiers le pas parce que vos questionnements touchent les nôtres. Comment combler les manques ? Comment pallier l'absence ? Comment goûter l'éros avec ce Thanatos ? Comment devient-on mère en étant toujours fille ? Comment passer le relais ? Comment chasser les ombres et que rentre la lumière ? Vous êtes sur France Inter. Une chanson qui sent bon le chagrin pour te dire combien je suis seul, pour te dire combien je suis lasse. Un couplet aux airs de faux refrain pour dire combien la vie est laide, oui combien elle est dégueulasse. Une chanson qui frise la complainte pour te dire que la pluie est triste, pour te dire que la neige est crade, que la lumière n'est que demi-teinte, que j'ai l'air d'un équilibriste, plus que d'un avaleur de sabre. Je me souviens de ton dos, rue Saint-Louis en ligne, puis rien, de rien, plus un mot, un battement de cils. Je me souviens. Une chanson qui sent bon le chagrin, te dire que j'ai un chat persan qui se niche au fond de ma gorge. Un couplet aux airs, des faux refrains qui sent ni la sueur ni le sang, pareil au chant du rouge-gorge. Une chanson qui jouxte mes prières pour te dire que je me sens vide, pour te dire que je suis une épave et que je ne vois même plus la lumière, mais dans le loin des pyramides. Pardonne-moi, je sors du cadre. Je me souviens de ton dos, rue Saint-Louis en ligne, puis rien, de rien, plus un mot, un battement de cils. Je me souviens
qu'à moi-même. Et puis encore, ma peau est revêtue de glace et mes idées noires en surnombre. Un couplet en forme de douceur pour dire que je n'ai plus de place dans ton sillage et tes silences. Une chanson qui rêve de chaleur à écouter si le temps passe en ne laissant qu'un vide immense. Je me souviens de ton dos rue Saint-Louis en ligne, puis rien de rien, plus un mot, un battement d'ici. Je me souviens de Saint-Louis en ligne, je me souviens je me souviens de Saint-Louis en ligne. Je me souviens de Saint-Louis en ligne. Benjamin Biolay, Juliette Armanet déambulent rue Saint-Louis-en-Lille et derrière eux, deux ombres, deux amoureux. Ils viennent de se marier à Berlin. Ils vont fêter ça chez leur ami Jean-Claude Briadet. Son restaurant, c'est l'Orangerie. On est le 18 décembre 75. 18 mois plus tard, vous naissez, Sarah Biasini. Et je vous jure que c'est vrai, le choix de cette chanson est un parfait hasard, sauf à se dire que peut-être vous avez raison, qu'il y a des signes partout et qu'elle est un peu là avec nous, votre mère, qu'il suffit de les voir et qu'il suffit d'y croire. Pas son genre. À chaque accident, c'est la même chose. Vous savez, c'est purement et simplement de la routine. Je sais, c'est embêtant. Il y a longtemps que vous êtes l'ami de Monsieur Leroy ? Plus de 2 ans. Grand amour, alors. Plus que jamais, ça te surprend ? Extrait de La piscine de Jacques Deray, film culte s'il en est avec Delon, Birkin, Romy Schneider bien sûr. Il sort en 1969 et des années plus tard, Sarah Biasini, vous tombez net sur une photo de tournage qui se retrouve en une d'un magazine. Vous êtes dans un relais H. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là ? Eh ben, d'abord, je crois que, dans mon souvenir, oui, je la vois de loin, cette couverture. C'est-à-dire que on a une capacité, les humains, on a un champ de vision. Et donc, je suis pas pile en face de la couverture, mais je vois un peu sur le côté, je vois un truc que je reconnais, où je dis, tiens, mon œil est attiré par une photo en couverture que, évidemment, donc, que je connais, je tourne la tête et donc je vois ma mère. Et oui, j'ai toujours eu du mal à voir des photos de ma mère, dans l'espace public. Dire que je me retourne et je fais ah oui c'est ma mère. Enfin je me dis pas ça, je me dis c'est maman. Mais ça vous heurte ? Non, c'est pas que ça me heurte, c'est-à-dire que j'ai toujours du mal à réaliser tout bêtement. Le film La piscine, je crois que vous l'avez vu sur le tard. Oui. Pas tout de suite. Est-ce qu'on vous montrait les films de votre mère ou est-ce qu'au contraire on faisait en sorte que vous les voyiez pas ? Qu'est-ce qui était décidé à la maison pour vous ? Non, on m'a montré très tôt les Sissi, bien sûr. Et puis j'ai vu assez vite les Claude Sautet. Je sais plus très bien ce qui était décidé. Je sais plus si c'est moi qui demandais ou si justement ma nourrice ou ma grand-mère disait tiens. On va mettre ça, mais en tout cas, il y avait rien de solennel. Mais c'est vrai que je sentais aussi, je les sentais présentes, c'est-à-dire que je sentais ces deux femmes-là qui m'ont éduquée présentes pendant le visionnage du film, mais pas non plus à côté de moi. J'ai compris, mais c'est en y repensant aujourd'hui que je comprends leur attitude vis-à-vis de moi et vis-à-vis de ce temps où j'étais en train de regarder ma mère au cinéma, ce qui est particulier parce que on voit un personnage, on voit une actrice travailler, en même temps on cherche sa mère, voilà. Vous dites, longtemps l'actrice ne m'intéresse pas. Romy Schneider, au fond, pour vous, c'est une étrangère. Et d'ailleurs, vous n'écrivez jamais ce nom-là dans votre livre. Pourquoi ?
Ben pour ça, parce que c'est son nom de travail, parce que surtout c'est mon point de vue qui m'intéresse. Enfin pour ce livre en tout cas c'était mon point de vue qui m'intéressait, mon point de vue d'enfant, de fille de cette femme. Et votre parent vous l'appelez pas par son nom vous l'appelez maman ou papa, mon père, ma mère, c'est tout. Donc est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous parle d'une autre? Oui, un peu, ou en tout cas quelqu'un que je connais moins et qui m'intéresse moins. Et puis peut-être aussi que moi je disais dans le livre, je dis pas son nom parce que j'allais pas m'inventer une autre mère, bien sûr que non. Mais j'écrivais aussi en me disant tiens, si ta mère était cantatrice ou la notoriété faisait partie de l'histoire que je voulais raconter, bien sûr, mais je voulais aussi raconter une autre mère ou quelque chose qui serait plus universel. Oui, voilà. Oui. Comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. J'étais en même temps complètement dans l'histoire, enfin actrice et en même temps spectatrice de l'histoire qui est dans le livre. C'est ce que je voulais faire. Vous écrivez: personne ne veut oublier ma mère à part moi, personne ne veut y penser sauf moi. Je n'arrive pas à partager leur amour pour elle, leur manque d'elle. Mon amour et mon vide me semblent 1000 fois supérieurs. Et puis il y a ce qu'on dit d'elle, ce qu'on fantasme d'elle et qui, à minima, vous agace. Et là-dessus, vous rejoignez votre père, Daniel Biasini, en 2018. Il accorde l'une de ses rares interviews à Laurent Delahousse pour France 2. À la question « À quoi ressemblait la vie avec Romy Schneider ?» question à laquelle on a apporté énormément de réponses qui sont toutes loin de la vérité, puisqu'on ne la connaît pas, cette vérité. Écoutez la réponse de votre père. Ça ressemble à un quotidien, je veux dire, qui est assez ordinaire, en fait, hein. Faut pas s'imaginer des choses. Le quotidien avec elle était un quotidien, je dirais, presque ordinaire, dans la mesure où on avait les enfants. Il y avait cette maison à Ramatuelle. Il y avait cette maison à Ramatuelle, bien évidemment, où la vie était, comme je le disais tout à l'heure, un bouillonnement permanent d'émotions, de passion, de liberté. Où j'ai vu une femme s'épanouir dans le bonheur d'avoir un enfant. Et j'ai vu également cette femme s'épanouir dans un métier qui la comblait. Et ne pouvant vivre que dans un bouillonnement d'émotions, quoi. Il faut sans doute préciser le contexte. Au moment où votre père intervient, on est quelques semaines après la sortie du film 3 jours à Quiberon. Et c'est ce film qui fait que vous aussi, vous sortez de votre silence et que vous allez parler publiquement de qui était votre père. L'idée, c'était de rétablir une vérité. L'idée, c'était surtout de dire aux gens qui avaient envie d'aller voir ce film, donc 3 jours à Quiberon, qui se présentait comme un biopic, de dire, bon, attention, vous allez voir une fiction, ne croyez pas tout ce qui est dans le film. Voilà, de dire au passage, même si sans doute les gens s'en fichent et ils ont bien raison, que c'était un film qui était fait sans l'accord de la famille. Enfin bon. Après, il faut préciser que c'est un film où on voit une Romy Schneider qui est très douloureuse sous l'emprise de médicaments. Oui. C'est-à-dire, c'est une face noire de Romy Schneider qu'on a beaucoup aimé se raconter, oui. Avec cette appétence pour le drame qu'a l'être humain. Et votre père, comme vous, tenait à dire attention. Oui, après peut-être que c'est des combats un peu vains, mais parce que c'est sûr qu'on n'a pas envie que cette personne, en l'occurrence ma mère et l'ex-femme de mon père, soit présentée sous un seul angle. Surtout, on n'est pas c'était pas l'idée. Après, moi, l'erreur, c'était d'être allé voir le film. J'aurais jamais dû aller le voir. J'aurais dû m'en foutre complètement. Mais à partir du moment où je le voyais, je me disais merde. Et surtout, je pensais à elle. Je trouvais ça. Je me disais ce film ne se serait jamais fait si elle était toujours vivante. Ou en tout cas, on a l'impression qu'il y a quand même une utilisation. Ah ben, elle est morte, on est tranquille, on va pouvoir. En fait, c'est un point de vue qui est très difficile à partager. Le mien, en tout cas, je demande pas qu'on me comprenne. Et tant pis. Mais si vous voulez, je trouvais ça. Ouais, simplement dégueulasse et très, pardon, de prendre, je cherche mes mots, mais de prendre, d'utiliser vraiment, tiens, on va se faire de l'argent en racontant. Je me souviens, j'avais rencontré les producteurs de ce film. Je pouvais rien faire, moi, juridiquement, j'avais rien dans les mains mais je leur avais dit vraiment, j'espère que vous n'allez pas gagner un copec sur ça, parce que, je trouvais ça un peu sale, quoi. Mais bon, c'est mon point de vue, hein. Et justement, votre point de vue, vous écrivez, moi je reste la petite fille qui regarde ses parents avec admiration. Alors elle voyait quoi, cette petite fille, quand elle regardait ses parents? C'est-à-dire, mais c'est comme, ça me fait un peu cet effet-là, quand j'entends vous passer la voix de mon père, bien sûr, je connais leurs défauts par cœur, je connais les défauts de mon père par cœur, je soupçonne très bien les défauts de ma mère.
Bien sûr, mais j'ai senti l'amour et je trouve que c'est une époque assez rigolote quand même, ces années 70. Et puis les histoires que j'ai entendues m'ont plu. Qu'est-ce qu'on vous racontait d'elle ou alors, vous le dites, vous aviez 4 ans quand elle est partie, donc vous n'avez que des flashs aujourd'hui. Oui. Alors du coup, qu'est-ce qu'on vous a raconté de votre mère ? Vos proches, je veux dire. Des Noëls, des déjeuners du dimanche, des parties de cartes, des séances de bronzage, des baignades, des trucs simples, enfin rien de folichon. Voilà, des bonnes rigolades, des susceptibilités, des engueulades. Voilà, des trucs de la vie, quoi. Et vous, contrairement à ce qu'on a pu fantasmer aussi, vous étiez une petite fille heureuse, choyée, très, très aimée, très entourée. Comme beaucoup de petites filles, vous partiez au pays des rêves avec Émilie Joly ou bien avec Pierre et Loulou et accessoirement Gérard Philippe. Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant « Est-ce la peine de grimper si haut ? Quand j'arriverai, l'oiseau se sera envolé. » Tout à coup, grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? Alors ça, c'est Nadou qui vous l'a fait découvrir, Sarah Biasini. Mais qui est Nadou ? Les personnages. Nadou est une femme qui a été ma nourrice dans le premier sens du terme, à l'ancienne, entre mes 0 et mes 8 ans, quoi. Qu'est-ce qu'elle vous a appris ? Quel genre de femme c'était ? Ou c'est ? C'est une femme qui était dévouée aux enfants dont elle avait la charge, quoi. Vraiment, et puis ce qui est très mignon, c'est qu'après moi, elle est partie s'occuper de 2 autres sœurs d'une même famille, et je continuais à aller voir cette nourrice, cette Nadou, chez ses nouveaux enfants. Donc on est devenus sœurs de lait, comme on dit. Et on se voit toujours, et c'est très joyeux, Et aujourd'hui, le lien est intact, et ça, vous continuez à enregistrer les conversations que vous avez au téléphone un petit peu avec elle, ouais. Oui, un petit peu. Pour garder une trace, oui, je me dis, oui, parce qu'elle a une voix très douce, c'est rigolo, c'est une femme, elle est très rigolote, Je suis contente de la connaître, quoi. Alors autour de vous, enfant, il y a Nadou, puis il y a votre grand-mère, Monique, grande fumeuse devant l'éternel, encore qu'elle a un peu réduit ces derniers temps, aimant autant le saucisson que le chocolat au lait, mélangeant qui sait parfois les deux. Mais encore, comment est-ce que vous décririez votre grand-mère et ce lien si fort que vous entretenez avec elle ? C'est-à-dire elle a 2 enfants avant de s'occuper de moi. Donc elle a mon père, elle a mon oncle. Il faut dire mon père, elle a à peine 18 ans. Et puis moi, tout d'un coup, elle devient mère pour la 3e fois avec moi quand elle a 51 ans, quelque chose comme ça. Quand ma mère meurt. Assez naturellement, je pars vivre chez mes grands-parents paternels, donc, mais ma grand-mère paternelle a fait office de mère, quoi. C'était la figure féminine avec donc ma nourrice. Et si vous voulez, voilà, j'ai perdu une mère, mais je gagnais ces 2 femmes-là autour de moi. Et votre mère l'aimait beaucoup. Ah oui, elles étaient très proches. Elles avaient pas beaucoup d'années d'écart d'ailleurs. Et c'était ma mère aimait beaucoup sa belle-mère. Elle s'entendait très bien. Donc et puis j'aimais bien la manière dont ma grand-mère me parlait de ma mère. Je trouve qu'elle était j'ai toujours entendu des discours très lucides. On était clair sur les qualités et les défauts. Je veux dire, on n'essayait pas donc c'était sympathique. Vous écrivez, elle déploie toute son énergie au service d'une enfant à moitié perdue. Et quand vous la racontez, on sent tout cet amour qui circule très fort entre elle et vous, et puis entre elle et son fils Daniel aussi, votre père. Lui, quel père était-il ? Mais pareil, attentif, très dans le dialogue. Il voulait me faire parler tout le temps. Enfin, savoir comment j'allais. Parce qu'il s'inquiétait pour vous ?
Oui, alors sans doute un peu plus que d'habitude, voilà, puisque quand on devient, voilà, il y a un parent qui part, l'autre est encore plus disponible, attentif, à l'écoute, inquiet, voilà, normalement, mais oui, donc il fallait parler, parfois. Alors pas tout le temps, parce qu'il vous emmenait aussi dans les musées. Oui. Et en quoi est-ce que ça a pu changer votre rapport au monde, le fait de découvrir l'art ou la beauté du monde? Pourquoi est-ce que vous en parlez? Pourquoi est-ce que vous tenez à raconter ça dans votre livre? Parce que je trouve que c'est d'abord les musées, c'est des lieux magnifiques où vous êtes en même temps face à des œuvres d'art. Alors ça dépend des goûts, mais je veux dire, vous êtes face à la beauté, face à un savoir-faire, face à de l'histoire, et vous êtes aussi face à vous-même. Et donc c'est des lieux important, enfin, qui développe l'imaginaire, qui vous montre autre chose. Tiens, ça c'est possible. Les gens savaient faire ça. Les gens voyaient le monde comme ça. Les gens peignaient leurs contemporains comme ça. Ça développe. Voilà. Vous dites que vous regardiez autant les œuvres que votre père lui-même, dont vous restiez très proche, en tout cas au début. Quel homme était-il dans vos yeux de petite fille? Quelle idée du masculin il a pu vous transmettre, puisqu'on est ici dans Pas son genre et qu'on interroge le genre sur les hommes? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Sur les, il me disait pas grand-chose sur les hommes. Ou qu'est-ce qu'il était, je le voyais vivre. Ouais. Oui, fumeur, la voix grave, un peu à s'emporter assez vite. Mais j'aimais bien. Moi, j'ai eu quand même un Oedipe, caractérisé. Donc, j'aimais son parfum, j'aimais sa manière de s'habiller, j'aimais beaucoup son écriture. Il a une très jolie écriture. D'ailleurs, c'est lui qui écrivait qui écrivait mon nom sur mes cahiers d'école, quoi. J'aimais sa distance par rapport aux choses. Alors parfois je trouvais ça un peu dur et un peu froid, et en même temps il y avait une forme de distance, de un peu d'ironie face aux choses, ou de ne pas, voilà, que comme on avait connu des événements un peu dramatiques, et il fallait tout. Le reste n'était pas très grave. Le voilà esquissé, le tableau de votre enfance, avec les flashs ici et là d'une absente pourtant si présente. 4 ans de vie commune, c'est peu. 4 ans, c'est précieux. C'est au fond une immense lettre d'amour que vous écrivez à une mère qui vous a immensément aimé. Vous écrivez, dites-vous, pour la démystifier pour l'humaniser pour la ressusciter. I never meant to call you when you sorrow. I never meant to call you when you pain. I'm the one who wants to have you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple
you too. You say you want to lead up, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you to the purple rain. Purple rain, purple rain, yeah, yeah. Purple rain, purple rain. You know what I'm saying about up here? Come on, raise your hand. Purple rain, purple rain, yeah. Et alors là, vous faites très très plaisir à Chewbacca, notre programmateur musical. Prince, c'est votre choix, Sarah Biasini. Pourquoi et pourquoi Purple Rain en particulier? Ça vous évoque quoi? Oh, c'est un génie, Prince, c'est génial. Et puis voilà, non, ça fait partie des premiers souvenirs d'ado, justement, dans ma chambre. Et puis de l'apprentissage de la langue anglaise, où voilà, j'avais les 33 tours, j'avais les pochettes, j'avais les paroles, et on y va, quoi. Vous adorez danser, vous écrivez joliment que si vous avez le sens du rythme, il vous manque l'audace du mouvement. C'est quoi? C'est une question de timidité? C'est une question de rapport au corps, à l'espace? Qu'est-ce qui fait que vous les trois à la fois, je crois. Non, mais quand je suis chez moi toute seule, tout va bien. je suis vraiment la reine de la pop et de la dance, de la night. mais et vous chantez sous la douche hyper bien? Ah ouais, non, ça je chante très bien. Non, ça c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je chante très bien. Mais dès que, avant, quand on sortait dans les boîtes de nuit, ou non, des soirées chez des amis où tout le monde danse, et là je regarde les gens danser. Et dès qu'il y a du public, je n'y arrive pas. C'est terrible, hein, même à mon âge. En même temps, vous n'avez que 43 ans, il vous reste une vie entière à danser. On emboîte vos pas ce soir, Sarah Biasini, à la lecture de votre livre La beauté du ciel, le récit d'une fille qui devient mère avec tous les basculements que ça suppose. Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous êtes sur France Inter. France Inter, pas son genre. Votre livre s'ouvre là-dessus, ou presque. Le souvenir de ce 29 mai 82, on retrouve votre mère inanimée chez elle. 2 jours plus tard, elle est enterrée à grands coups d'hélico et de caméra. Boissy sans avoir, un petit village près de Naufle-le-Château dans les Yvelines. Romy Schneider y avait acheté, il y a 1 mois, une maison avec l'intention de s'y retirer. 10h ce matin, les amis de la comédienne arrivent peu à peu. Il y a Michel Piccoli, Pierre Granier de Fer, Jean Rochefort, Jean-Claude Brialy et bien d'autres. Au total, une 50aine d'intimes. Un petit service d'ordre contenant... Intime et en même temps extrêmement people, enterrement auquel vous n'assistez pas, vous avez 4 ans, on le rappelle. Quel souvenir, vous, est-ce que vous gardez de ces journées-là qui entourent la disparition de votre mère? Aucun souvenir. Le seul souvenir que j'ai, c'est mon père m'annonçant sa mort, enfin, et d'une manière particulière. Et vous dit, maman est partie rejoindre David. Oui, alors ça, ces pages-là sur David, donc votre frère, le fils de Romy Schneider, qui est donc mort 1 an avant à peu près. Oui. Ça, vous y venez plus tard dans le livre. Est-ce que ce sont des chapitres encore plus difficiles à écrire? C'est-à-dire que c'est difficile, de les écrire, c'est d'y penser. Pour les écrire, il faut y penser, et y penser, c'est difficile parce que ça fait de la peine, parce qu'ils sont morts, parce qu'ils sont plus là. Ça fait du chagrin, c'est tout. Mais pendant un moment, je me suis dit, je ne voulais pas écrire sur mon frère, et puis après, je me suis dit, mais si tu fais ça, c'est comme s'il n'avait pas existé. Donc c'était pas possible. Voilà. Donc les deux se rejoignent au cimetière. Vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas non plus après l'enterrement, 1 ou 2 fois. Mais c'est le cimetière qui vous rattrape. À la toute fin du mois d'avril 2017, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe? Le 1er mai exactement, parce que c'est la fête du travail. Je suis chez moi à Paris et je reçois un coup de téléphone, un numéro que je connais pas, donc je décroche pas. Il y a un message, mais j'écoute pas tout de suite le message et je finis par prendre mon téléphone et là j'entends bonjour, gendarmerie de Mantes-la-Jolie, la tombe de votre mère a été profanée dans la nuit. Donc j'ai rappelé aussitôt et là j'ai rien compris quoi. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, j'avais déjà entendu des histoires de profanation malheureusement parce que ça arrive quand même.
Et voilà, donc j'étais sous le choc un peu, et puis j'y vais, et puis je tombe sur des gens adorables, des histoires un peu incroyables, parce que donc la pierre tombale avait été décellée, donc déplacée. Heureusement, le cercueil n'avait pas été atteint, parce que pour un détail technique. Donc j'arrive, et cette policière m'attend, adorable, une femme, enfin je veux dire, je tombe sur des gens, mais d'une délicatesse rare. Et le maire du village est là, le même maire que du temps qu'à l'époque où ma mère est morte, et les marbriers qui sont venus recéler la pierre, donc en 2017, sont les fils de l'entrepreneur qui s'est occupé de faire la tombe de ma mère il y a 35 ans, donc c'est assez rigolo, quoi. Quand on vous en parle, la première fois, votre premier mouvement, c'est de ne pas y aller, et puis vous y allez, et au départ, vous sentez que vous pouvez couler, que vous pouvez vous écrouler, puis en fait, vous rebondissez, vous décidez de faire quelque chose de cet événement suite à une conversation que vous avez avec une amie à vous. Vous dites, il va falloir donner un sens à tout ça. Oui. Enfin, le mouvement de pas vouloir y aller, ça dure vraiment 5 secondes. Et ensuite, effectivement, je rentrais de tout ça parce que je n'aime pas aller dans les cimetières. J'ai pas besoin de ça pour penser aux morts. Je respecte ceux qui y vont. Hein. Ça peut être des endroits assez jolis, mais bon, là, en l'occurrence, ça m'intéresse pas trop. Donc, j'y vais contrainte et forcée, et je rentre effectivement, et je me dis, mais comme souvent, quand il y a quelque chose qui vous arrive, je sais pas, oui, j'ai le réflexe, mais je pense qu'on est nombreux à essayer de dire, mais qu'est-ce que quelque chose de douloureux, on veut essayer de le dépasser, ou d'en faire quelque chose qui va pas justement vous empêcher de vous lever le matin, quelque chose un sens que vous pourriez y donner pour avancer ou pour le transformer en quelque chose en autre chose de plus positif, quoi. Et oui, je vais chez cette amie qui me connaît bien et qui aussi a perdu des gens proches. Donc la mort, on peut pas en parler avec tout le monde non plus. Il y en a que ça dérange, mais c'est normal. Hein, je veux dire, il faut l'avoir vécu pour. D'abord, il y a pas grand-chose à dire, mais souvent juste un échange de regards. Mais il faut partager ce regard avec quelqu'un qui a connu la même chose. Sinon, vous regardez pas de la même façon, et ça fait pas le même effet. Donc voilà, elle me dit, bon, tu vas peut-être faire ton deuil, c'est peut-être une façon de faire ton deuil, et en même temps, on n'aime pas ces expressions-là parce qu'elles veulent rien dire, c'est un peu fourre-tout, et est-ce qu'on fait jamais son deuil, et ça voudrait dire quoi? Aller au bout d'un chagrin, le chagrin, il est là, il se transforme, etc. Bon. Oui, et puis bon, allez, donc j'essaie de donner un sens, et 3 semaines plus tard, je suis tombée enceinte. Alors, à ce moment-là, vous jouez au théâtre, vous êtes Jeanne Hébuterne, femme du peintre Modigliani dans Maudit, pièce de Laurent Sexic, mise en scène par Didier Long. Peux-tu raconter à Jeanne le bonheur de ma précédente exposition? C'était dramatique, catastrophique, stupide, comique, hilarant, consternant. J'aime ton allure. J'aime l'éclat dans tes yeux quand tu me peins. Je tremblais de l'intérieur, vous ne pouvez pas comprendre. Oh, bah bien sûr, les gens simples comme moi n'ont pas de vie intérieure. Les gens croient qu'ils en ont, mais ils confondent. La vie intérieure, c'est quelqu'un au-dedans, un étranger, un ennemi. L'ennemi de l'intérieur. Moquez-vous. Vous logez personne. Patron, une absinthe! Mali, prend possession de l'espace. Ma ligne possède plus qu'une fonction esthétique. Ma ligne a un rôle éthique. Et alors ça, la musique des Feux de l'amour. Ce qui est incroyable, c'est que Jeanne Hébuterne, le personnage, est enceinte. Vous auriez dû porter un faux ventre. Bon, bah, pas la peine. Ouais. Cet enfant, vous l'attendiez depuis longtemps. Est-ce que vous en étiez arrivé à vous dire qu'il n'arriverait pas? C'est-à-dire, j'étais un peu au début d'un processus médical. Enfin, je me disais, bon, renseigne-toi sur la marche à suivre. Et puis, effectivement, je ne savais pas jusqu'où j'étais prête à aller, changer de pays, je ne sais quoi, etc. Donc, mais ne pas être mère, c'était pas envisageable. Ah, ça m'aurait beaucoup emmerdé la vie, quand même. C'est-à-dire que je me disais, bon, effectivement, je pense par instinct de survie, et ça, c'est des choses que, par exemple, mon père a pu m'apprendre. Je me disais, bon, alors si ça n'arrive pas, qu'est-ce que tu vas faire, ou comment tu envisagerais ta vie, ou comment est-ce que tu pourrais combler ce désir-là qui n'aurait pas été assouvi. Est-ce que tu vas t'occuper, envisager l'adoption, pourquoi pas, est-ce que s'occuper, je ne sais pas. Voilà, j'étais en train.
Je me disais si ça n'arrive pas, va pas falloir. Vous étiez en train d'imaginer votre vie sans, quoi. Oui, voilà. Sauf que donc ce serait une vie avec. Et vous tombez enceinte, vous mettez à faire le ménage dans votre vie d'avant. Vous triez les photos, les papiers sur votre téléphone. Vous triez vos souvenirs. Et c'est sans doute de là que par ce livre aussi, du moins la conception originelle, votre compagnon vous dit: tu ne seras plus la fille de ta mère, mais la mère de ta fille. Ça change quoi? C'est une fonction en plus. C'est une identité en plus. C'est-à-dire que je reste toujours la fille de ma mère, comme nous tous. Hein. On est toujours les enfants de ses parents, même quand on devient parent soi-même. Mais voilà, j'ai une double identité. Les deux cohabitent à peu près sereinement? Ah oui. Ouais. Vous êtes en tout cas une future mère très très heureuse pendant la grossesse. Vous voyez votre ventre s'arrondir, vous préparez la chambre. Et puis, au 8e mois, il y a quelqu'un qui s'invite chez vous, c'est la peur. La peur de la perte. Vous dites, devenir mère, c'est devenir folle d'inquiétude. À quel point en ce qui vous concerne? Ça a continué après la naissance. C'est-à-dire, oui, et puis au fil de l'écriture, justement, je me suis dit que ça, c'était aussi un sujet en soi. C'est-à-dire que comme, j'avais connu des morts brutales dans ma vie, tout d'un coup, je me disais, merde, si ça se trouve, je vais mourir beaucoup plus tôt que prévu. Je vais laisser mon enfant seul. Mon enfant peut mourir très très vite aussi. C'est-à-dire que, j'avais les deux exemples. C'est-à-dire que vous avez l'expérience de la mort. C'est une chose de savoir en théorie, quand on peut mourir, c'en est une autre d'avoir vécu. Oui. Ça, de près. Oui, donc voilà, forcément, on est encore plus angoissé. On sait que ça peut arriver, et voilà. Donc j'essayais je me regarde. Et puis je me suis vue surtout, c'est-à-dire que j'avais pas du tout soupçonné. Et après, pour en parler autour de moi, j'ai compris que c'était fréquent. Vous voyez votre enfant sous les yeux, en fait, vous voyez vous-même, quoi. C'est-à-dire, vous voyez ma fille, en fait, j'avais l'impression, j'avais des espèces de réminiscences physiques et mentales de ma toute petite enfance. De vous, enfant, et donc de votre mère. Eh oui. Ouais. À rencontrer votre fille, vous retrouvez votre mère, vous êtes tantôt la mère d'Anna, tantôt son enfant, la jalousant parfois, elle, d'avoir toujours sa mère à ses côtés. Et vous écrivez: je marche constamment sur ce fil qui nous lie, tendu mais incassable, la vie que tu m'as donnée, qui me reste, une vie interrompue il y a 38 ans, une autre qui commence aujourd'hui. Au milieu, je suis là, au milieu, je reste. I'm on the run, with you my sweet love, there's nothing wrong. Contemplating God under the chemtrails over the country club. Wearing our jewels in the swimming pool. Me and my sister just playing it cool under the chemtrails over the country club. Take out your turquoise and all of your jewels. Go to the market, the kids' swimming pools. Baby, what's your sign? My moon's in Leo, my Cancer is Sun. You won't play, you're no fun. Well, I don't care what they think. Drag race ain't my little red squad scar. I'm not unhinged or unhappy, I'm just wild. I'm on the run with you, my sweet love, there's nothing wrong. Contemplating God under the chemtrails over the country club. Wearing our jewels in the swimming pool. Me and my sister just playing it cool under the chemtrails over the country club. Meet you for coffee at the elementary schools. We laugh about nothing as the summer gets cool. It's beautiful how this deep normality settles down over me. I'm not bored or unhappy, I'm still so strange and wild. I'm in the wind, I'm in the water, nobody's son, nobody's daughter, watching the
Lana Del Rey, Can't Trace Over the Country Club. Vous êtes sur France Inter à la technique, Fabien Capel à la réalisation, Marianne Crimbaud à la préparation de cette émission, Camille Poux-Jalaguier. À mes côtés en studio, Sarah Biasini, unique en son genre, elle est notre invitée. Pas son genre. Julia Foyce. Et alors, figurez-vous que, pas plus tard qu'il y a 3 jours, Marianne m'a envoyé un texto, l'interview Mauvais genre. On la lui avait faite aussi à Romy, c'était en 1971. On n'a pas résisté à l'envie, je l'avoue, de vous en passer un extrait. Les gentils, les bourgeois, je les ai assez joués. Donc, le contraire m'intéresse plus. Vous avez plutôt joué des personnages jusqu'à maintenant, enfin, je ne parle pas des Sissi, des petites jeunes filles roses, enfin, vous avez joué des personnages de femmes d'un certain milieu. Et tout de bon genre. De bon genre, voilà. Et bien maintenant, vous êtes passé au mauvais genre. Bah, il était temps. Alors, comment est-ce que vous vous êtes dit, je vais jouer une dame de mauvais genre? Moi, j'avais très envie, très envie. Malgré que je savais qu'il y avait plein de monde qui vont dire la petite Schneider, elle pourra jamais jouer ça. Et vous vous marrez? Oui, non, j'adore. Moi, déjà, c'est rigolo. France Roche, c'est France Roche. Oui, c'est France Roche. J'ai gagné le quiz. Je crois que c'est pour la sortie de Max et les Ferrailleurs, où elle joue une prostituée. Donc, effectivement, ça changeait de Sissi. Je veux dire une sorte de grand écart. Effectivement. J'adore cette voix. Elle est belle, sa voix. Ouais. Et puis les fautes de français, l'accent, on s'en fout. Non, mais la voix, elle est magnifique. Le timbre, il est très beau. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez du féminin de votre mère? Qu'est-ce que vous préférez, vous, en retenir? C'est son côté si incroyablement et naturellement élégant, ou justement ses envies un peu plus punk? Ah, j'ai entendu, voilà, il y a Claude Sautet dire d'elle qu'elle était ardente. Et je trouvais ça très beau comme qualificatif. Je trouve que ça s'applique peut-être un peu plus au féminin qu'au masculin, j'ai l'impression. Ardente en tout, ardente dans son amour pour le cinéma, comme dans son amour pour ses enfants. Ouais. Non, mais en tout, dans sa tête, dans son corps, dans son visage, dans ses choix, dans ses goûts. Oui, je sais pas, je trouve que ça lui va bien. Comme elle n'était plus là au moment où vous construisez vous comme femme, qui vous a transmis une idée du féminin, quelle qu'elle soit, hein? Ma grand-mère paternelle, Monique, qui est toujours aujourd'hui plus de 90 ans, avec des talons hauts, des ongles rouges, qui fume donc et qui porte des bijoux. Et oui, ça a été un peu long pour moi, mais c'est vrai que, enfin, je veux dire de faire la femme, parce que j'ai très longtemps opté pour le jean, les baskets et du confort, parce que les talons, c'est insupportable. Voilà, mais donc j'ai toujours une grand-mère derrière moi. Pour pas jouer une concurrence ni avec la grand-mère ni avec la mère, c'est-à-dire vous dites, moi je vais jouer sur un autre tableau parce que les deux, elles sont tellement... Freud vous dirait que ça doit être ça, évidemment. mais moi, oui, j'avais sans doute la fainéantise de se faire jolie, parce que c'est un effort, parce qu'il faut du travail, parce que ça prend du temps, parce que moi je voulais de la rapidité, mais sans doute. Justement, puisqu'on parle de votre féminin à vous, l'idée, vous savez, ici dans Pas son genre, c'est qu'on s'invente chacun le sien, de féminin et de masculin, et que c'est beaucoup plus rigolo comme ça. Qu'est-ce qui raconterait votre façon à vous d'être femme, Sarah Biasini? Mon rapport compliqué à la féminité. Justement, ce serait Montrez-moi cet objet. Un peigne à cheveux. Où est-il? Parce que j'ai les cheveux tellement fins qu'une brosse, ça sert à rien. Donc, on va prendre un peigne qui devait être pas très loin et que je retrouve plus. Et voilà, parce que le rapport aux cheveux, c'est compliqué et que je sais plus où il est. Je vais le chercher, je vais le trouver. Alors, tout à l'heure, je l'ai vu, donc je sais que vous l'avez. Contrairement à tous nos invités de ces dernières semaines qui sont venus les mains vides, vous, au moins, vous avez respecté les consignes. Le voilà. On est sur un peigne, somme toute assez classique, On est sur comment on appelle cette matière, de la nacre? De l'écaille, j'en sais rien. Je sais pas. On me dit de la corne. Alors, est-ce que c'est de la corne? Je ne sais pas, mais voilà. Non, c'est compliqué d'être bien coiffée. Justement, j'ai toujours entendu ma grand-mère me dire, les cheveux, c'est la parure de la femme. Donc, ne te coupe pas les cheveux. Moi, pendant un moment, j'ai eu des cheveux très très courts comme un garçon. J'adorais ça. C'était hyper facile à coiffer. Justement, j'avais pas de problème parce que j'ai des cheveux très fins, très chiants, très. Mais donc, ça doit vous aller parfaitement bien les cheveux courts. Oui, mais comme j'ai une mâchoire un peu carrée, c'est là tout de suite, faut mettre du maquillage, sinon on est un peu trop camionneur, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, la parure. Donc la parure de la femme, les cheveux, faut les coiffer, faut être bien coiffé, faut que ça tienne, enfin bon voilà,
Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pacifié votre rapport à vos cheveux et à la parure de la femme? Pas du tout. J'attends de vieillir un peu pour justement me les couper encore, en me disant voilà, ça va me rajeunir et là j'aurai. Et le fait d'avoir une fille, est-ce que c'est des questions que vous vous êtes posées, de vous dire pour moi, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je vais lui transmettre de ce côté-là? Ah oui, mais là, justement, je la remercie parce que grâce à elle, je fais beaucoup d'efforts. J'ai très envie d'être très belle pour ma fille. C'est vrai? C'est vrai. Et de lui montrer? Non, c'est vrai. Aussi d'avoir un plaisir à ça? Oui. Et est-ce que vous avez du plaisir à vous occuper d'elle comme petite fille parce qu'elle est une petite fille? Oui, bah bien sûr. Bon, même là j'ai un peu de temps, mais oui, j'aimerais bien la coiffer un peu plus. D'ailleurs, je le fais. Enfin, je vais lui mettre des nattes, des trucs, des machins, des pinces, des trucs. Vous dites dans votre livre que vous rêviez d'avoir une fille. Pourquoi? Parce que je pense que comme c'est mon sexe, je connais les femmes. Je suis une femme, je connais les femmes. Donc, pour un premier rapport avec un premier enfant, je trouvais ça plus simple d'avoir une fille, tout bêtement. Alors hop, il va rejoindre ses camarades de jeu, se peignent. Tous ces objets déposés semaine après semaine par nos invités et qui tous ensemble racontent un féminin éclaté, un masculin réinventé en toute subjectivité parce que c'est quand même beaucoup plus rigolo. Merci Sarah Biasini. La beauté du ciel, c'est le titre de votre livre édité chez Stock. Vous pouvez évidemment réentendre cette émission et toutes les autres en podcast sur franceinter.fr à la page de Pas son genre. On va se dire au revoir. Je vais vous souhaiter un très bon week-end, bien sûr, mais j'aimerais qu'on se quitte sur ces mots de Noël Châtelet que vous citez, Sarah Biasini. Le travail du deuil, c'est une succession d'actes qui consiste à désenfouir, déterrer, pour revoir une dernière fois, contempler le passé, le parcours accompli d'une vie.